peut-être, je sais pas, 80%, 90% des artistes qui sont au RSA aujourd'hui. Et ils bossent toute l'année au RSA. Ils font une production toute l'année parce que quand on est artiste, on est à plein temps, tout le temps. Depuis que j'ai 15 ans, on me demande ce que je fais dans la vie. Moi, je dis musicien. Je suis musicien. C'est ce que je fais dans la vie. Et en même temps, c'est ce que je fais dans la vie. C'est quand je suis sortie de ça, que je suis sortie des clous, que je me suis sentie vivre pour de vrai, quoi. Concerné est une émission qui offre un outil et une place médiatique à celles et ceux qu'on n'entend pas, mais dont on parle pourtant souvent. Aujourd'hui, on nous a proposé de prendre la parole, en tant qu'artistes de différents horizons, pour nous exprimer sur ce travail que certains et certaines jugent non essentiel. Donc salut à tous les trois et bienvenue sur le plateau des Concernés. Premier épisode, enfin même épisode 0, donc déjà merci. Cette émission s'appelle « La passion ne paie pas mon loyer ». Je pense que le titre déjà est parlant. Ce qui nous relie tous les quatre, c'est qu'on est tous les quatre dans l'artistique, mais on est aussi tous les quatre dans la précarité. Donc du coup, je pense que ça va brasser large aujourd'hui sur ce sujet-là. Alors je vous présente très succinctement. Donc Léa, tu es illustratrice. Nathanaël, dit Nati, artiste chercheuse. Flavien, musicien. Et moi, donc, Mathias, réalisateur. C'est qui, toi? T'es le poteau, du pote, du mec qui se rappelle pas de ton place. Tu préfères, du coup, un travail de merde bien payé ou un travail qui te passionne, mais payé bof? Moi, c'est un peu la douille. Je suis obligé de dire les deux parce que moi, j'ai une petite. Et donc, du coup, moi, j'ai des impératifs financiers qui s'installent un petit peu, quoi. Donc, quand j'ai du chômage, je profite du chômage pour vivre de ma passion et faire que ma passion. Mais pour l'instant, comme je suis exactement dans cette zone il faut créer une visibilité avant de pouvoir créer une rentabilité, disons. C'est un peu chaud. Je gagne un peu, mais je gagne pas assez pour vivre à plein temps, quoi. Si ça tenait qu'à moi, bien sûr, j'ai envie de vivre de ma passion et j'ai envie de faire que ça et voilà. Mais pour l'instant, je suis obligé de jongler entre des petits boulots et ma passion, quoi, parce que y a des trucs à acheter, quoi. Là, il y a les cartables qui vont arriver, les trucs comme ça. Et puis, donc voilà, forcément, il faut les payer, quoi. Donc, moi, je suis obligé de faire les deux. Perso, je préfère carrément la deuxième proposition de tant pis, j'aurai pas de thunes et je vivrai avec ce que j'aime, quoi. J'ai jamais vraiment gagné grand-chose, quoi. J'ai 29 ans et j'ai plus choisi le pan de je vais essayer de vivre avec le moins d'argent possible. Plutôt que d'avoir de l'argent. En plus, l'argent, c'est une énergie qui m'angoisse et que je maîtrise pas du tout. Et en plus, le fait de poser sa valeur et tout, de donner ses prix, tout ça, mon Dieu, les crises d'angoisse, c'est même pas la peine. Et en général, j'ai 500 € sur mon compte pour le mois et c'est mort. Et tant pis, quoi. En fait, le choix que j'avais pris de manière évidente, c'était un boulot qui me passionne et qui paye peu. Mais en fait, avec un peu le recul, je me rends compte que la situation est telle que ce qui m'intéressait, ce qui me passionnait, a été tellement saccagé, tellement bousillé, m'a tellement dégoûté. Écœuré, je peux continuer encore les trucs. C'est le nom du premier groupe, vas-y. Faut que ça sorte. Et que en fait, ça me passionne plus déjà, et que ça se transforme plutôt dans une espèce de colère et parce que moi je recherche une espèce de beauté, parce que j'ai l'impression que finalement il y a un moment aussi où ce que je cherche dans l'art ou quoi, c'est trouver du sens dans la vie. Moi j'en suis un peu là. Qu'est-ce qui reste du coup? Et là j'en suis plutôt à me dire, finalement ceux qui ont l'argent ont détruit ce qui était important. Dans ce cas-là, je vais les battre au niveau de l'argent, en fait. Donc je suis un peu en train de revenir sur il faut que je rechange mon rapport à l'argent. Il y a ce truc-là. Mais moi, j'ai vraiment, en fait, pour le coup, de la colère, parce que ce truc-là, je trouve ça, c'est des initiatives entre faire un boulot qui te passionne ou faire un boulot qui te passionne pas. J'ai l'impression qu'en fait, mon rapport aux passions ou au plaisir, il est dégommé par le manque d'argent, précisément. Et en fait, si j'ai pas d'argent, je peux pas être passionné par ce que je fais, parce que j'en ai pas les moyens, parce que je suis toujours en train d'avoir peur. Je peux pas travailler sur le long terme, je peux rien faire. Et moi, c'est pas non plus une question de passion, c'est que avant, je faisais des choses par plaisir parce que ça me plaisait. Maintenant, je les fais parce que je trouve ça ultra nécessaire. Aujourd'hui, il y a des urgences climatiques, etc. Je me sens pris par ça et je réagis à des émotions qui sont pas des émotions de plaisir. C'est plus une émotion de nécessité, et de répondre à un appel, quelque chose comme ça, quoi. Du coup, tu pourris aussi la deuxième question, réflexion que je voulais qu'on Désolé, aborde. La question. Et moi, je t'en prie, ça fait toujours plaisir. toujours un peu en avance, tu sais. Je voulais dire aussi, parler du rapport des commandes. En fait, parce que là, on parle un peu de deux zones un peu extrêmes, mais il y a une zone grise aussi qui existe où en fait, on va se débrouiller avec la passion pour essayer d'en tirer de l'argent. Donc, en fait, on va être dans une zone de commande. Et comment ça, en fait, aussi, ça te pourrit dans ton art et ton expression, et comment ça te dégoûte. Dès qu'il y a une question d'argent sur ce que je crée et de l'attente de quelqu'un d'autre, en fait, ça marche plus.
Enfin, genre, mon truc, il est... Enfin, il y a plein de gens qui me disent « Oh, c'est trop joli, machin ». Je m'en fous que ce soit joli. Genre, j'ai l'impression que ça dit pas tout ce que j'ai à te dire. J'ai l'impression que je me suis pliée, en fait, à ce que la personne voulait. Et en fait, c'est une question... Là, ça commence vraiment, mais pareil, d'un point de vue militant et tout. Et enfin, j'en peux plus, en fait. J'en ai une overdose je ne veux plus convenir aux autres, en fait. Et puis moi, j'ai fait une école de dessin. Enfin, c'était une formation de dessin, là, à Angoulême, qui a été affreuse pour moi, où il y avait beaucoup, justement, pour qu'on soit des bonnes personnes à employer, en fait, il fallait qu'on soit complètement soumis au niveau de l'esprit. Il fallait qu'on soit adaptable, en fait, à la personne qui nous demandait quelque chose. Et overdose, je peux plus. Et je me rends compte que plus je me fie plus à ce que les autres veulent, plus mon propos, il a du sens, en fait. Et plus ce que je dessine est fort et a quelque chose justement à changer par rapport au militantisme. Ouais, puis tu te sens à l'aise avec ce que tu fais. Après, c'est une question de visibilité aussi, parce que j'imagine que des fois, il y a des gens aussi qui viennent vers toi parce qu'ils aiment ce que tu fais. Mais voilà, mais il y a un cercle vicieux aussi quand tu fais des commandes et que les gens voient, tu sais, tu as de la visibilité sur ce que tu as fait pour la personne alors que tu as fait des concessions. Ça se voit pas derrière et tout, mais les gens vont faire oh, « je veux trop ça aussi Ouais. ». Sauf que toi, t'as l'impression de peut-être déjà... Tu finis dans un cercle vicieux où tu fais pas ce que t'aimes, en fait, t'arrives pas à sortir de l'identité avec laquelle on t'a découvert ou découverte. Et ça, c'est affreux, c'est un truc qui est très important dans le monde de l'art, quoi. Faut faire très très gaffe. En fait, la question qui se pose un peu, je sais plus qui l'a dit là tout à l'heure sur bah ouais, mais en fait, il faut des moyens aussi pour faire ce qu'on a envie de faire. Ah ouais, et donc ça, bizarrement, la question je pose pas, je pense, quand tu as 20 ans avec, disons-le basiquement, des parents riches, et quand tu as 20 ans avec des parents pas riches. Et du coup, voilà, je voulais savoir si ça... Question du milieu, si ça vachement sur les moyens que tu as à ta disposition, en termes de temps, en termes de qualité de vie, en termes de si c'est tes parents qui payent ton loyer, s'ils te filent un peu de blé pour payer tes courses et tout ça. Je pense que tu te poses beaucoup moins la question de est-ce que je peux passer 1 an ou 2 ans sans avoir de revenus et de me permettre de me créer une clientèle, une visibilité, d'investir dans ta bah moi en l'occurrence dans la musique et de m'acheter du matériel super et tout ça. Donc ouais, forcément, je pense qu'il y a un gap. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de gens de classe populaire qui ont du mal à se dire artiste ou à aller dans l'artistique parce que bah, quand déjà tu es en train de survivre, déjà, tu dois te nourrir et bah, tu peux pas passer ton temps dans un studio où tu veux, quoi. Ou à apprendre tout simplement la musique, je pense. Tu veux dire quelque chose? J'ai entendu un soupir. Après, c'est un peu on enfonce une porte ouverte, je pense. Bah oui, en même temps, il y a plein de... Enfin, c'est bête, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont des milieux aisés qui ne le voient pas du tout. Et j'insiste sur le du tout. Tu vois, comme ça. Non, parce que moi, je crois que c'est violent parce que c'est un peu un truc, c'est presque un peu d'une vie, tu vois, parce que moi, mes parents sont instits et je crois qu'ils ont bien vu ce truc-là. On m'a bien appris qu'il y avait des écoles pour les riches, d'autres pour les pauvres. Il y a une espèce de conception un peu Bourdieu, sans forcément l'avoir conscientisé Bourdieu, tu vois. Et en fait, c'est des trucs-là, j'ai l'impression que mes parents, mais si, parce que quand t'es instit, tu connais les codes de l'école, tu sais comment ça marche. Pas Bourdieu, c'est surtout ça le problème. Bourdieu, en gros, en gros, c'est pas compliqué. Si tu veux, t'as des circuits pour les pauvres et des circuits pour les riches. En gros, c'est un petit peu ça. Et donc, tout est fait pour que. Et bien, moi, je l'ai vu aussi, c'est quand même très violent. En fait, plus tu montes dans les collèges, lycées, machin, plus tu vois que ceux qui viennent de milieux pauvres, ils sont évacués en lycée pro, tout ça. Enfin, ça écarte progressivement, en fait. Et puis, moi, par exemple, j'aurais peut-être aimé faire Sciences Po, par exemple, Paris, tu vois, un truc comme ça. Ou les Beaux-Arts de Paris, par exemple, je connaissais pas que ça existait à l'époque, je sais pas. Mais en fait, j'ai pas pu pour des raisons économiques. J'ai toujours fait des choix en fonction de où est-ce qu'il y avait des bourses, où est-ce que c'était gratuit, où est-ce que c'était possible. Et quand j'ai vu, en fait, quelque part, qu'il y avait des gens qui pouvaient prendre des écoles qui coûtaient cher, enfin, tu vois, Sciences Po, c'est 5 000 € l'année, un truc comme ça, je crois. Enfin, en fait, moi, je me rends compte que je me sens extrêmement frustré parce que moi, toutes les bourses que j'ai utilisées, je les économisais pour acheter du matos, pour payer le loyer, etc. Tu vois, mes parents aussi m'ont aidé. Enfin, et je vois aussi eux-mêmes, c'est un sacrifice qu'ils ont fait aussi financier, bon, qui fait partie du truc aussi, mais et en fait, je vois que malgré tous ces efforts financiers qui sont faits là, tu vois, il y a d'autres gens qui ont du capital et qui se posent pas ces questions-là, et puis eux, pour le coup, ils ont les postes, etc. Parce qu'après, c'est du copiage. Enfin, être artiste, c'est pas juste quelque chose qui arrive comme ça parce que c'est naturel. C'est quelque chose parce que tu as la possibilité de le faire, la possibilité matérielle, les moyens financiers, le temps libre, ça se paye très cher, la connaissance, le capital culturel, etc. Bon, je fais social, etc. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti cette violence de classe. Je me suis senti rejeté de ça. Et ça, je suis très en colère pour ça, évidemment. Je sais pas si vous le remarquez. Non, ça va. Moi, je viens d'un milieu assez aisé. Enfin, j'ai toujours cru que c'était de la bourgeoisie, mais en fait, pas vraiment, parce que le patrimoine culturel rentre en compte là d'où tu viens. Et pour le coup, le patrimoine culturel de ma famille est prolétaire.
C'est juste que mes parents ont inversé la tendance de la famille, en fait, et qu'ils ont eu des sous. Tu veux dire qu'ils ont beaucoup d'argent, mais peut-être pas beaucoup de culture dans ce sens-là? En tout cas, j'ai pas été élevée dans la culture, l'art et tout ça, c'est la télé. Donc, j'ai pas eu à me soucier de comment payer mon loyer. J'ai fait 7 ans d'études. Voilà, ma mère me payait mon loyer. Mon père me donnait de l'argent de poche. Mon père a payé les 4 années de l'école privée où il n'y avait pas de bourse à laquelle où je suis allée. Donc 4 années, 6 000 boules hein, quand même, l'année. Et j'en étais pas bien fière. Ça m'a forcée à travailler et à subir beaucoup de choses justement parce que je me disais que j'étais une privilégiée. J'ai pris mon indépendance au niveau de mon art quand j'ai été au RSA. En fait, c'est au moment où j'ai été indépendante financièrement qu'il y a eu la transition affreuse de « Oh putain, genre, le RSA, mais c'est que dalle, quoi, comment je vais faire ?» Où je créais plus du tout, puis de toute façon, il y avait le traumatisme de cette école affreuse, quoi. Et en fait, petit à petit, ça m'a forcée à être créative dans ma vie pour pouvoir bien vivre. Il n'y a que à partir de là, quand j'ai plus cette pression d'avoir l'argent de mes parents, que j'ai pu être indépendante dans mes propos et dans mes envies. Parce qu'avant, j'étais dans une emprise de « il faut que tu restes dans les clous ». Sinon, tu n'auras plus cet argent que tes parents te donnent, en fait. Et je compare souvent, bon, ils vont pas aimer, je compare souvent mes parents à l'État, genre, en fait, parce que c'est l'œil qui te surveille et qui va dire reste dans les clous et t'auras ce que tu veux, tu vois, genre, tout va bien se passer sans accroc. Et vraiment, c'est quand je suis sortie de ça, que je suis sortie des clous, que je me suis sentie vivre pour de vrai, quoi. Mais voilà, bon, après, c'est toujours délicat de parler de ça parce que justement, je connais pas la condition de la vraie précarité, tu vois. Même quand j'ai eu le RSA, j'ai culpabilisé. Ça, je sais pas vous, mais c'est assez automatique. Bah, il y a tellement de gens qui en ont plus besoin que moi. Et, c'est des assistantes sociales qui ont dû me convaincre. Ben non, c'est normal en fait. Et c'est pas beaucoup, hein, en vrai. On est nourri d'une culpabilité de toucher le RSA. C'est quand même assez fort, quoi. C'est-à-dire qu'on fait, on est dans les termes capitalistiques, on est dans les clous parce on veut être productif. Malgré nous, quoi. On veut l'être en fait, mais du coup le RSA c'est pas un droit parce qu'en fait du coup je sais pas, il y a quelque chose qui s'installe en nous qui se dit qu'en fait c'est une angoisse. Enfin moi en tout cas c'était ça, ouais. Et puis c'est toujours ça, c'est une angoisse pour moi. Si j'ai le RSA, c'est genre finalement c'est plus fort que pour le chômage par exemple. J'arrive à travailler et puis à bénéficier du chômage pour avoir des pratiques artistiques. Moi je vis plus comme toi du coup du mimi quoi. Je suis dans la demi-mesure en fait. Vu qu'on cotise, on a le droit de. Je me dis merde, c'est légitime en fait quoi. J'ai travaillé et maintenant en fait je prends ce temps-là en fait pour créer quelque chose qui m'appartient et où j'ai pas de patron, j'ai pas de timing à respecter ou des choses comme ça. J'ai pas une commande effectivement, ça m'appartient et du coup voilà, je partage ça, quoi. Et du coup, tout ça, évidemment, ça vient à dire aussi que ça pose la question du rapport à l'argent, parce qu'en fait, si on revient à nos pratiques à nous, c'est comment on se situe. Donc là, il y a quand même plusieurs exemples qui ont permis un peu de nous projeter, mais nous, maintenant, réellement, concrètement, pragmatiquement, en fait, comment on fait pour en parler de moi, par exemple, c'est vrai que la première des difficultés dans ce monde-là, ça a été de fixer un prix sur ce que je faisais. Parce que c'est un peu la base dans notre monde marchand pour dire, OK, voilà, je peux faire ça, je peux en vivre, en fait. Ça, c'était une grosse difficulté. Et voilà, en fait, c'est un peu aussi soulever cette complexité-là qui est de vivre en fixant un prix. Moi, j'ai une question là qui me vient, c'est comment tu monnaies tes tripes, en fait. Je suis intéressée que par l'émotionnel. Genre, vraiment, c'est ça qui me porte. Comment je peux monnayer ça, genre mon état mental, ma dépression. Donc là-dessus, c'est encore un vaste désert quoi, de réponses. C'est justement, en fait, c'est à force d'expérience. Enfin, j'ai l'impression que tu croises des gens qui font putain, je kiffe ce que tu fais, et ça pourrait être plus cher. Comme on l'a encore dit il y a pas longtemps, moi je voudrais mettre à prix libre en fait, mais je m'oublie totalement. J'oublie que je vais crever de faim et tout. Enfin, mais j'aimerais bien faire prix libre et conscient. Et c'est pas aussi simple que ça. Et du coup, en fait, moi je me fie à ce que me disent les autres parce que moi je peux pas, j'ai envie de chialer, je mets le truc à 5 €, je fais c'est trop cher et tout. Donc voilà, moi je trouve ça hyper compliqué encore alors que ça fait 4 ans que je suis lâchée dans la nature au niveau de l'art. Je sais toujours pas quoi. Je sais pas vous. Oui. Moi c'est pareil en tout cas, effectivement c'est beaucoup de mal et puis je mettrais derrière en fait la question de la légitimité, c'est ce que tu soulèves quoi. Pour moi en tout cas il y a encore plus loin, il y a ce truc de ok je vends un truc, ça veut dire que je suis artiste.
Bah, attendez, je suis pas artiste. Bon, bah, du coup, je le vends pas cher comme ça. Mais en plus, si tu vends pas cher, tu nuis aux autres artistes, quoi, en fait, parce que c'est vraiment, si tu fais au rabais, en fait, tout le monde, c'est ça qui se passe, quoi. C'est tout le monde croit que ça a pas à être cher, que ça, c'est pas tant de travail. En plus, maintenant, il y a des trucs automatisés, enfin, genre, tu peux vraiment te faire un logo toi-même sur Internet ou je sais pas quoi, des Ouais, trucs il y comme a ça. même un algorithme qui fait des jaquettes d'albums. Tu mets 3 ou 4 mots-clés et ils te font une jaquette d'album. Ouais. Je pense qu'on va utiliser ça, nous, pour le prochain, ça nous coûtera moins cher. Fais gaffe parce qu'on fait aussi de la musique automatique maintenant. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. J'ai vu ça, un nouveau morceau des Beatles par une IA, j'ai vu ça, ouais. Mais ouais, bah, pour répondre à ta question, moi j'ai pas trop de problème de légitimité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je me ressens pas artiste, par contre, ça c'est vraiment un gros mot que j'ai du mal à avoir, parce que pour moi je suis pas un artiste, mais je suis un musicien, quoi. Je suis un musicien qui fait du rock'n'roll. Et ce que je te disais tout à l'heure, moi depuis toujours, depuis que j'ai 15 ans, peut-être que c'est naïf ou peut-être que c'est un ego trip un peu non avoué, mais depuis que j'ai 15 ans, on me demande ce que je fais dans la vie, moi je dis musicien, je suis musicien, c'est ce que je fais dans la vie. Et en même temps, c'est ce que je fais dans la vie. Donc, et puis après, bon, les questions de se faire payer, c'est encore autre chose, parce qu'il y a une notion de... Enfin, c'est hyper concret, en fait, c'est hyper pragmatique, genre, est-ce que c'est loin, combien il faut se faire payer pour y aller, combien eux peuvent payer, parce que nous, on a quand même envie de jouer. Bon, ils jouent un peu là-dessus aussi, les endroits, souvent, comme tu as envie de jouer, ils savent que tu peux prendre pas cher. Donc, mais j'ai pas trop de problème à demander de l'argent pour les prestations musicales et tout. Mais par contre, je sais que ça arrivait à des potes à moi. Un pote à moi qui demandait un cachet d'intermittence. Bon, merci la France pour l'intermittence parce que ça apporte tout un tas de choses hyper cool. Mais un pote à moi qui demandait un cachet d'intermittent pour une presta. Et ça devait être genre, je sais plus combien c'est, mais ça doit être 150 € de l'heure, un truc comme ça. Et il demandait ça au gars. Et le gars lui dit mais vous vous rendez compte, vous prenez 150 € de l'heure. Et mon pote a été obligé de lui dire non, mais tu payes pas que la prestation. Tu payes l'entraînement du gars, les répétitions, le matériel, sa venue, tout son contenu artistique, la pub sur les réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, la visibilité, tu payes tout ça quand tu viens t'amènes un artiste. Et ça, c'est vrai que on n'est pas encore assez clair avec le public, je pense, sur la notion de payer tout ça, quoi. Enfin, pas les clients, mais les gens qui vont faire jouer les musiciens, sur la notion de payer tout ça, quoi. Ouais, ça fait penser justement à cette notion, cette différence en fait qu'il y a, encore une fois, le mec qui revient toujours sur la bourgeoisie, encore une fois, il y a une grande difficulté, j'ai pu le constater moi et du coup chez mon entourage et mes proches, etc. C'est quand tu viens dans un milieu un peu plus prolétaire, ou quand tu es précaire, en fait, tu vas toujours fixer ton prix au taux horaire. Et alors que finalement, j'ai pu constater que la pratique artistique bourgeoise va fixer le prix sur ce qu'ils estiment. En fait, ils connaissent les notions de spéculation et ils vont jouer la spéculation. Donc ça va encore plus loin finalement que ce que tu dis. Enfin, Ouais. je suis d'accord, j'entends Nous, on est très complètement. pragmatiques, nous. Alors qu'il y a peut-être une question de valeur de l'art qu'on n'a pas du tout, tu vois. Enfin, moi, je m'en fous en plus. Donc. En fait, on peut se poser la question. Moi, par exemple, c'est pas mon domaine, mais c'est vrai que pour l'illustration, la peinture aussi, tu m'en parlais par rapport à des expériences à Shanghai sur la peinture. Je me pose des questions parce qu'effectivement, c'est encore plus ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut payer tout le travail en amont. Et au-delà du travail en amont, il y a tout ce qui est transporté par toi. Quand tu parles de l'émotion, etc., c'est tout ce qui t'habite depuis des années, etc. Ça peut paraître pédant, peut-être, vu l'extérieur, quoi. Mais en fait, bah ouais, mais c'est là, en fait. Et comment tu le payes, du coup? Je devrais mettre le budget dedans. Genre, il y a le budget pour mon psy que je vois voilà, depuis bah ouais, c'est 2 ça, ans. en fait. Enfin, si Donc tu- voilà. Si tu factures tout, en fait, c'est énorme. Enfin, Clairement, Bah ouais. genre, Le budget dépression, alors ça fait... c'est ça. Life is but a dream, drifting on a street. Moi, pour le coup, par exemple, quand j'avais 20 ans, je me disais, bah, je collais un peu aux images que je voyais autour de moi, de gens qui faisaient des films. En fait, je me rends compte qu'à l'époque, même si j'étais un peu politisé, j'avais pas de vision problématique du monde artistique. C'est-à-dire que je me disais, bah voilà, je fais un court-métrage, 2 courts-métrages, je vivote, et puis après, bah, en fait, ça se trouve, quelqu'un va m'appeler, puis ça va bien se passer, parce que bah, je lis ça dans les magazines, donc en fait, si je lis ça sur telle ou telle personne, il va m'arriver la même chose. Sauf qu'en fait, pas du tout. En fait, personne m'a jamais appelé. Parce que 15 ans plus tard, en fait, je galère et je vois qu'en fait, j'ai mis beaucoup plus de temps à m'assumer là-dedans et à affiner en fait la chose et que finalement, la réalité est complètement autre. Qu'en fait, c'est une fiction aussi qu'on m'a vendue, quoi. Je me disais très vite, genre, mais vraiment 7-8 piges, je me disais, bon, c'est pas grave, j'irai dans les bureaux, là, tous les bureaux qui se ressemblent, là, genre, je ferai ça, ouais, et genre, et ce sera le soir que je dessinerai, voilà, et comme ça, je pourrai manger. Et puis, ma mère est prof, mon père était cadre, ingénieur chez Renault, je crois, toute leur vie, ils n'ont jamais changé de métier.
On s'en angoisse. Voilà. Et ma mère a essayé de me faire... en vrai, elle aurait aimé que je sois proche, je pense, ou elle voulait que je fasse de l'hôtellerie et tout. Je sais pas comment j'ai réussi à éviter tous ces trucs. Mon père m'a jamais fait chier, lui spécialement, mais quand même le travail et tout, voilà, enfin j'en faut des sous, c'est tout. Maintenant j'essaie de me mettre au tatouage pour plein de raisons. Et je veux dire, ma mère, quand je lui ai dit, elle m'a dit « Oh là, c'est dommage, t'as fait tellement d'années d'études ». Elle croit encore que c'est... Enfin, je lui explique, mais c'est comme si je partais dans des délires, des passions, des trucs comme ça. Voilà, putain, il faut que tu trouves un travail. C'est quoi tes projets, quoi? Genre, je fais, mais tu crois que je fous quoi, en fait? Enfin, en fait, je bosse tout le temps sur plein de trucs. Mais... Donc moi, je suis super contente de là où j'en suis, mais clairement, j'imaginais pas ça avant, quand j'étais dans le moule, en fait. Non, il fallait que j'ai une source de revenus, qu'importe laquelle, et surtout pas le RSA, vu que c'est humiliant, vous comprenez. C'est vrai que c'est quand même dommage, effectivement. Ce serait bien un monde où les parents disent « Tu veux faire banquier, mais c'est dommage, t'as fait tellement d'études. Mais c'est ça. Pourquoi tu vas faire ça? C'est relou. » Moi, en fait, il y a ma mère qui est pas dans le milieu de l'art, mais qui connaissait un artiste et elle me disait que si je voulais faire de l'art, j'allais être pauvre, fallait s'y attendre. Donc moi, je me suis dit, ok, bon, je me disais, tant pis, c'est un choix que j'accepte cette espèce de précarité parce que je le voyais comme une nécessité, en fait, pour moi, de trouver dans l'art une espèce de truc un peu thérapeutique, mais de trouver un sens dans les choses. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, en fait, surtout, c'est qu'en allant en école d'art, j'ai eu l'espoir de me dire, en fait, si je bosse bien, parce que je suis toujours très bon élève, je me suis dit, en fait, je pourrais aussi, moi, du coup, participer de cet art-là et je pourrais avoir accès, en fait, à un statut, finalement, qui sera comme une espèce de, je sais pas, de récompense, un travail qui serait fourni ou quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que cet espoir-là, en fait, en fait, je me pose la question à quel point c'est vraiment participer à un monde un peu artistique, à quel point c'est pas aussi un monde bourgeois quelque part. Et donc, je suis dans une espèce, ça va être plus remarqué, mais une espèce de conflit de classe quelque part entre là d'où je viens, là où je vais, les gens que j'ai l'impression d'abandonner parce que, et je me sens pris dans ce truc-là. Donc en fait, l'espoir que j'avais, c'était pour moi un espoir, c'est surtout de la peur que j'avais énormément. Et maintenant, cette peur, ce travail, je la comprends vraiment. J'ai l'impression d'avoir pu comprendre quelque part où était le problème, et c'est un peu le capital ou quoi. La question de la radicalité, pour moi en tout cas personnellement, c'est vrai qu'elle est née, elle a grossi, elle a émergé avec le Covid aussi. Et ce terme qu'on connaît un peu toutes et tous de non essentiel, voilà, pareil, je voulais un peu le partager. Je reprends mon souffle. Moi, effectivement, c'est ce que je vous disais en off, c'est la phrase de Jodorowsky qui disait pendant le Covid, tiens, peut-être que c'est une opportunité maintenant pour se ressaisir, parce que globalement, je paraphrase, c'est pas mot pour mot ce qu'il a dit, mais il a dit quelque chose du genre, on se fait chier, les artistes sont tous très mous, ça fait quand même 20 ans qu'on est endormi par un art bourgeois. En gros, peut-être que le Covid montre maintenant que il faut peut-être que les artistes prennent en main ce qui leur est dû, et en fait ce qu'ils doivent faire, ce qui est un devoir en fait aussi, pour reprendre tes termes, c'est-à-dire de se bouger le cul et de faire des choses un peu plus radicales, quoi. Il a dit ça comme ça? Je pense que c'est un truc à peu près comme ça. C'est à peu près comme ça. Après, il est tranquillou, le papy, quand même. Il a de la marge, ça va. On vit dans une société malade où on nous encourage à refouler, où on nous fait peur tout le temps. Refouler nos émotions, tu veux dire? Ouais, refouler nos émotions. Et je peux plus, en fait. Et là, je me dirige, grâce à cette horrible crise mais où on s'est fait manipuler par l'État sur des tas de points, ça m'a poussée à être militante, quoi. Mais vraiment, sur tous les pans de ma vie, en fait, sur toutes mes relations amicales, ce que je bouffe, la question de l'environnement, la pleine présence. Enfin, il y a plein de choses comme ça où... Il a fallu se caler sur ces choses-là, les choses réelles, en fait, les choses qu'on peut toucher, palpables, pour survivre. Et maintenant, on a de nouveau une certaine liberté, mais j'oublie pas, quoi. Et je suis toujours méga en colère, et là, on va au-devant de plein de choses hyper graves, et donc j'ai envie d'adapter mon art à ça, quoi. Jodorowsky, il a été hyper important pendant cette période. J'ai appris à lire un peu le tarot avec lui, du coup, parce qu'il a son propre tarot avec des pensées super belles sur la liberté d'émotion, en fait, sur l'autonomie. L'autonomie de penser par toi-même, en fait, que de ne pas vouloir pratiquer un tarot divinatoire, on va te dire ta mère va tomber malade dans 3 jours et tout. Et il le dit, c'est hyper dangereux de faire ça, en fait, de manipuler les gens par la peur ou par l'affect. Ça m'a poussée à savoir ce que je voulais dire, parce que j'ai appris à dessiner, mais maintenant je sais ce que je veux dire, je sais ce que je veux défendre, et je sais ce que je refuse, je sais ce que je veux respecter en moi. Et donc voilà, ça a permis d'affûter vraiment la lame. Après, pour faire quoi, je sais pas. Mais voilà. Moi, je pense que je suis pas le bon exemple. Nous, ça nous a permis, on commençait tout juste un nouveau projet avec les musiciens avec lesquels je travaille,
Donc ça nous a permis, au contraire, nous ça a été assez rassembleur finalement donc, pour nous le Covid, ça nous a permis d'aiguiser nos goûts musicaux ensemble et de se faire des petites conf calls pour discuter de tout ça. T'es un bon exemple alors. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas fait partie de ces gens qui ont arrêté leur taf ou... Bon, j'ai perdu un boulot à cause du Covid quand même. Et puis ça a été un ralentisseur pour le début de carrière qu'on voulait. Mais bon, finalement, ça a quand même été globalement assez positif, même si quand même on continue à payer les pots cassés, puisque les programmations s'étant décalées, on ne peut pas se faire programmer cette année, puisque les gens programment les gens de l'an dernier, donc ainsi de suite, quoi. Pour moi, il y avait une espèce de situation de... En fait, là, tout pète, quelque part, ça pète à tout niveau, et il y avait une situation d'insupportable, en fait. Moi, je suis un peu dans une espèce de... Pas tellement sur un plan économique, mais aussi sur un plan psychologique, j'ai très peu de choses à long terme, je sens une telle tension en moi, mais aussi qui circule autour de moi, que je ne sais pas comment ça va se passer politiquement dans les structures, pour moi, ont perdu énormément de légitimité avec ce Covid, parce qu'avec une situation qui était pré-révolutionnaire pour moi, il y a un côté. Donc moi, je sens une sorte d'époque un peu révolutionnaire, et j'essaie de voir. Pour moi, ça a radicalisé aussi la manière dont je fais de l'art, du style là maintenant vous prenez position, quoi, en face, c'est tout. Et si quelque part il y a une lutte de classe, et ben ça va se mener, quoi, parce qu'on l'a. Pour moi, ce qui était flagrant, c'est que on a vu des riches qui, eux, en avaient rien à foutre, se réunissaient entre eux, alors que nous, on était en train de crever la dalle sans avoir d'argent, sans rien du tout. C'était vraiment n'importe quoi. Et les artistes ont pris extrêmement cher parce qu'il y avait rien du tout pour eux, toutes les musées étaient fermés, tout ça. Moi, ça a été vraiment une violence incroyable, en fait, pour le coup, c'est clair, quoi, évidemment. On a entendu des propos un peu autour du RSA. Et justement, si je résume un peu basiquement, vous deux, vous êtes toutes les deux au RSA, ce qui permet aussi que vous soyez dans la création. Nous deux, on est globalement dans du chômage alternatif, ce qui permet aussi qu'on soit dans la création. Donc j'englobe un peu ces deux notions-là, parce qu'elles sont souvent associées au parasitage du système. Et tout d'un coup, on entend effectivement des propositions hyper intelligentes. Donc pour avoir le RSA, maintenant, donc le RSA qui est un droit, il faudrait en fait fournir du travail, donc je ne sais plus combien c'était, 20 heures hebdomadaires, je crois. Non, pas jusqu'à... Ouais, donc un travail, quoi, en gros, mais payé moins qu'un travail. Il avait dit que ce serait quand même plus ou moins le SMIC, mais bon, c'est comme un travail obligatoire, de toute façon. Okay, ouais. Donc un travail obligatoire, effectivement. Donc nous, ça nous détacherait un peu de notre pratique. Et moi, ce que je me dis, c'est que je me dis, en fait, peut-être qu'on est aussi une opportunité. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans les devoirs, en fait, finalement, des gens qui sont dans l'artistique, c'est de pouvoir mettre le doigt sur quelque chose d'hyper important. Et de le médiatiser, parce qu'il n'y a pas finalement que les artistes, il y a juste en fait toutes les réalités du RSA. C'est peut-être encore plus violent pour des gens qui ont perdu leur boulot directement et qui du coup se mettent à toucher le RSA du jour au lendemain et qui n'ont pour seule solution que de retrouver un travail. Donc en fait ils sont dans une précarité, dans une humiliation, et en plus de ça on les pointe du doigt et on va tenir un discours qui est extrêmement humiliant et du coup irresponsable, qui est de dire que ceux qui sont RSA sont des parasites. Moi je vais intervenir du coup, parce que ça m'énerve évidemment, quoi. Ce truc-là m'a fait peur, ensuite ça m'a vraiment super énervé. Mais en fait le RSA pour moi c'est une espèce de soupape, ça veut dire c'est ce qui permet d'éviter le refoulement. C'est vrai que le capitalisme produit beaucoup de merde en fait, mais les gens qui sont cassés, au moins ils ont un minimum de survie qui est le RSA, dans lequel tu as une espèce voilà, les gens qui ne retrouvent pas leur place, ils peuvent se mettre là. L'art c'est l'espace où justement tu peux canaliser la violence sociale. Quand tu empêches à des gens de pouvoir justement avoir cet espace-là, parce que c'est jusqu'à 100 € par rapport à l'ISF, c'est pas énorme, hein, quand même. On peut calmer quand même le jeu quand même. Moi, je comprends pas ce qu'il fait. Je me dis, mais c'est vraiment, c'est la guerre civile. C'est trop chelou comme je comprends pas. Il y a un truc qui est vraiment, les droitards sont des gens tarés, tu vois vraiment. Franchement, faut être taré quand même. Franchement, je veux dire, c'est pathologique à ce niveau-là, quoi, tu vois. Merde. Je suis d'accord. Mais oui, je veux dire, c'est une pathologie. Dans le DSM-5, tu vois, on a considéré que les homosexuels étaient pathologiques et les transgenres étaient pathologiques. Maintenant, je me dis, être de droite, c'est pathologique. Voilà, c'est bon. On finit, c'est bon, comme ça, hop, on les met en HP et on les laisse tranquille, on laisse la paix, quoi. Voilà, c'est bon. Merci. merci. Non, juste, pour moi, le RSA, il agit aussi comme une espèce de soupape sociale. Ça veut dire que, en gros, les gens qui ont le capitaliste qui n'arrive pas à financer justement quelque chose parce que ça sort du cadre du salariat classique, ça permet de le faire. Le revenu de base pourrait faire ça, par exemple. C'est pour ça qu'il y a une proposition dans ce sens-là, par exemple. Il faut voir que au niveau des artistes plasticiens, j'ai plus trop les chiffres, je crois que c'est l'économie solidaire en art qui en parle, il y a peut-être, je sais pas, 80%, 90% des artistes qui sont au RSA aujourd'hui. Et ils bossent toute l'année au RSA. Ils font une production toute l'année parce que quand on est artiste, on est à plein temps tout le temps. Même quand on rêve de l'art, on fait tout le temps ça en fait, parce que c'est notre vie, c'est important, quoi, du coup. Donc je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a plein de trucs qui sont invendables. Comment ça marche, quoi, du coup? L'art, il y a tout un art qui est non marchand, et c'est le plus gros de l'art, et c'est là où se produisent les formes qui ensuite sont captées par le capitalisme. C'est pareil pour les mathématiques, c'est pareil pour la recherche, c'est pareil pour tout ça en fait. Il y a une énorme
part de la production sociale qui est non marchande. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Donc bref, c'est vraiment des gens qui sont neuneux sur un plan économiste. La droite, ils savent pas lire l'économie, ils savent pas ce que c'est. C'est même l'économie oui. CM2. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Ouais, on est un peu sur ce niveau-là. Quoi. Voilà, c'est vraiment le néolibéralisme 19e siècle. Tu vois, on va pas plus loin quand même. Merci. Il y a des gens qui ont bossé sur le sujet quand même. Gilles Deleuze. Ça y est, c'est casé. Je fais une petite parenthèse, j'en profite pour le chiffre que tu disais. C'est vrai que j'ai entendu aussi, pareil, je l'ai plus exactement, mais je crois que c'est le même ordre de chiffres pour, par exemple, ici on est dans une ville d'auteurs de BD, et il devrait y avoir 80-90% d'auteurs de BD qui vivent au RSA. Ouais, ça c'est symbolique pour une ville qui est martelée, UNESCO, ville de la BD, tout ça. Donc la prochaine fois que le président vient pendant un festival dit de BD pour vendre effectivement ses principes, on peut peut-être effectivement lui rétorquer, tu es en train de tuer les artistes de BD, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les 5% que tu lis et qui émergent et qui sont publiés chez Glénat. Il y a aussi tout le reste, quoi. Pour les gens qui sont artistes et qui ont fait 5 années d'études, on n'est pas obligé pour être artiste, bien sûr, mais pour ceux qui le font, 5 années d'études, c'est quand tu fais bac plus 5 en ingénieur, tu as 3 000 € en début de carrière. Donc moi, je vais avoir 3 000 € aussi en début de carrière, pour moi aussi. Bien sûr, parce que c'est le salaire moyen aussi, 3 000 € en début de carrière, donc pourquoi pas. Quand on est artiste, on agit en tant que fonctionnaire parce qu'on produit gratuitement pour la société, souvent parce que c'est remis gratuitement, ou en tout cas c'est redistribué, les formes recirculent, etc. Donc moi, je demande ces questions de 3 000 € et je dis les gens, si l'État veut pas payer 3 000 €, qu'il arrête de parler, qu'il arrête d'utiliser des images et du son. Parce que les gens qui ont fait des images, du son et du langage, c'est les gens comme nous, ça veut dire les artistes qui ont inventé le langage. Tous ceux qui considèrent que l'art n'est pas un travail, ne doit pas être rémunéré, ou ne doit pas en tout cas être soutenu, eh bien qu'ils ferment leur gueule, ils n'ont pas à parler, parce que le langage, c'était inventé par les poètes. Merci. Nous on vient des mêmes endroits, l'usine te vire, l'école te renvoie. Vas-y gros, à plus tard, on se retrouve à Pôle emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous.